Bienvenue à cette grande édition du journal à la langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Les experts de la communauté du PEC, pôle énergétique de l'Afrique centrale, souhaitent une interconnexion entre les pôles électriques de l'Afrique centrale et ceux de l'Afrique de l'Est. Ces experts ont fait cette indication après avoir visité la centrale hydroélectrique de Chute-Rusumo, partagée entre le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie. Était sur place Charlène Foura. Les membres de la communauté du PAC ont tenu une discussion concernant la possibilité de relier cette centrale hydroélectrique à d'autres pôles énergétiques de pays de l'Afrique de l'Est ainsi que de l'Afrique centrale. Le directeur général de la Rusumo Power Company Limited, Nare Kalitani, témoigne de la faisabilité de cette mission et de ses avantages pour le pays membre. En fait, la mission comme telle, elle était venue d'abord, c'était comme un sorte de study tour pour eux, pour voir comment les projets régionaux qui comprennent plusieurs pays peuvent être développés. Ça, c'était une. Il y a aussi, ils ont un intérêt particulier de connecter le pôle énergétique de l'Afrique de l'Est avec le pôle énergétique de l'Afrique centrale. Et je pense que nous sommes très bien positionnés ici à Rusumo à cause de nos infrastructures, d'être ce pont-là. Alors nous sommes en train de voir des pistes de collaboration dans ce sens. Bien sûr que c'est possible parce que comme nous avons discuté dans la réunion, notre infrastructure de notre poste de Rusumo ici qui est du côté rwandais, pour le moment nous évacuons 80 MW dans les trois pays. Mais la capacité, la capacité peut arriver jusqu'à 500 MW. Nous pouvons utiliser notre poste comme un transit. Et ça nous intéresse parce que ça peut générer d'autres revenus pour la compagnie et aussi développer le secteur énergétique dans nos pays. Le secrétaire permanent du PAC, Atade Azarak Mogro, s'est réjoui du succès de cette mission et félicite le Rwanda pour les progrès accomplis dans son développement ainsi que pour l'avancement de son secteur d'électricité. Il souligne l'importance que d'autres pays de l'Afrique centrale prennent exemple sur le Rwanda. Le Rwanda est sur la bonne voie, je me félicite, puisque je suis venu déjà plusieurs fois. Je pense que, je dirais simplement que de toute l'Afrique centrale, le Rwanda est en très très bonne voie en termes de capacité de production et de la fiabilité de son réseau. Chaque fois que je viens, je suis épaté parce qu'il n'y a pas d'interruption au niveau de Kigali, il n'y a pas de délestage. Et là, c'est important parce que dans beaucoup d'autres pays, le délestage persiste encore dans même les capitales de ces pays. Donc, je pense que le Rwanda est en bonne voie. Nous voulons plutôt que le reste de l'Afrique centrale puisse copier l'exemple du Rwanda. C'est pour cela que nous avons décidé de venir sur place, constater de visu l'état d'avancement des différents projets. Et nous sommes épatés, nous sommes très fiers de la réussite de cette mission. Il ajoute également que ces projets de la centrale hydroélectrique de Chute-Rusumo seraient essentiels pour l'ensemble de l'Afrique centrale et il exprime le souhait que cela se concrétise. L'objectif du PAC, c'est la création d'un marché régional à travers des boulevards énergétiques de l'ensemble des 11 États que compte la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est difficile. Difficile, pourquoi? Parce que le financement souvent ne suit pas. Mais nous nous battons pour cela. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, quelques projets sont en cours au niveau de l'Afrique centrale, notamment entre le Tchad et le Cameroun. Mais néanmoins, il n'y a pas de véritable boulevard d'énergie électrique entre les différents États. Donc nous nous battons pour cela et il faut tout faire. Les pays doivent tout faire pour que des interconnexions se fassent, pour que nous puissions échanger l'énergie. Il y a des pays qui n'ont pas de sources hydroélectriques, il y a des pays qui n'ont pas de capacité suffisante installée. Donc cet échange permettra à tout le monde de bénéficier de ceux qui en ont. Voilà, je pense que sur ce plan, je pense que le Rwanda est sur une très très bonne voie de ce côté. La centrale hydroélectrique se situe à la frontière entre le Rwanda et la Tanzanie à Rusumo. Elle contient 3 turbines et traverse la rivière Akagera partagée entre le Rwanda
le Burundi et la Tanzanie. Avec une capacité de production électrique de 81 MW, la construction de ces projets hydroélectriques a débuté en 2017 et devrait être opérationnelle avant la fin de ces mois de mai. En tout cas, le membre de la communauté du PAC se réjouit de ces projets ainsi que de son progrès. Comme vous pouvez les voir derrière moi, je suis aux centrales hydroélectriques des chutes de Rusumo que partagent 3 pays, le Rwanda, la Tanzanie et le Burundi. Mais aussi ses membres affirment que cette initiative conjointe n'est pas tout simplement essentielle pour ces 3 pays, mais pour toute l'Afrique centrale. Charlène Fouraha pour la télévision rwandaise. Dans ce contexte de défis énergétiques en Afrique, je vous propose à ce propos de suivre le commentaire du professeur Karuranga Egide, qui est analyste en stratégie d'affaires, qui va également argumenter sur les déficits de l'énergie, sur le développement de pays subsahariens et sur ce qu'il devrait être fait pour accroître ensemble la production énergétique. Mon commentaire est très simple, c'est qu'il y a encore beaucoup de déficits énergétiques en Afrique. Et toutes les initiatives que nous avons, que ce soit l'East African Community, la Africa Agenda 2063, tout ce qui est vision à long terme de développement ne pourra se réaliser que si les infrastructures de base sont en place. Et la principale infrastructure de base qu'on doit mettre en place, c'est le transport. Et le transport aujourd'hui, il est assisté par l'électricité parce que un train peut tirer, par exemple, 60 conteneurs facilement. Donc, si vous voyez la file des camions qui traversent la frontière à Rusumo ou à Gatuna, et un train va certainement tirer une centaine de camions. Et les coûts des marchandises qui vont entrer ici seront plus bas et permettront aux gens d'échanger entre pays en Afrique. Pas aussi longtemps que nous n'aurons pas des trains électriques, nous ne pourrons pas arriver à nos objectifs d'échange intra-africain. Donc le commerce intra-africain sera toujours paralysé, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le train, et le train ne fonctionnera que grâce à l'électricité. Ça, c'est vraiment une condition de base là. Les pays subsahariens connaissent un niveau bas d'électrification. Quel est l'impact de ce déficit sur le développement de la région? Que devraient faire ces pays pour accroître ensemble la production énergétique? Mon raisonnement est très simple. C'est-à-dire que nous avons de bonnes visions, nous avons de super bons plans stratégiques, nous avons des ambitions de connecter toute l'Afrique, comme les États-Unis. Les États-Unis, c'est une histoire similaire à l'Afrique. Ils ont 50 États à peu près. Donc nous avons aussi à peu près le même nombre d'États. Mais si vous regardez l'histoire des États-Unis, c'est fait que par le rail. Le rail, c'est-à-dire le train, il a permis aux États d'échanger, il a permis aux États de vivre une économie qui est assez performante aujourd'hui. Et si on veut s'inspirer du même exemple, même en Europe, c'est pareil. Le transport a toujours été une condition sine qua non du développement des échanges entre les nations. Et le développement des échanges entre les nations bâtissent la paix, bâtissent l'économie, le bien-être, parce que un paysan camerounais qui pourra nous envoyer sa production agricole, aujourd'hui la Zambie a un problème avec les changements climatiques, mais qui va fournir le Cameroun ne pourra pas, ou pourra très difficilement fournir des denrées alimentaires à la Zambie. Donc, tant que cette force énergétique n'est pas en place, tant que ces infrastructures qui sont dépendantes de l'électricité ne sont pas en place, et ce sera toujours difficile, on va continuer de rêver, mais on y arrivera difficilement. Et monsieur le professeur, l'on entend dire souvent que la consommation d'énergie fait partie intégrante du processus de croissance de toute économie, qu'il s'agisse d'un pays industrialisé ou d'un pays en voie de développement. Comment comprendre ce phénomène? C'est parce que, comme je dis, en stratégie, quand on fait une fabrication de quelque chose, généralement on est sur une ligne continue. Sur une ligne continue, on quitte le champ avec le café. Pour le transporter, ça prend de l'énergie. Donc c'est le premier service de support. Donc il y a des activités, nous faisons une différence entre les activités principales et les activités de support. Une activité principale comme la mine, par exemple, si on prend ça comme une activité industrielle, ne pourra fonctionner que sur l'énergie. Et l'énergie ne pourra être utile que si elle est injectée dans le transport. Et dans le transport, après, c'est le service. Après, c'est tout ce qui est connecté à ça. Donc une fois qu'il y a un déficit énergétique, donc énergie de toutes sortes, que ce soit l'hydroélectricité, que ce soit l'atome, que ce soit le truc. Le problème en Afrique, c'est de pouvoir générer à partir de différentes sources potentiellement viables
une énergie qui va servir de locomotive à toute l'industrialisation et les échanges entre les peuples. Et pour terminer, disons concrètement la situation du Rwanda en ce qui concerne la production et la distribution de l'électricité est appréciable et surtout, les coupures intempestives d'électricité ne sont plus observées. Qu'est-ce que cela signifie pour l'essor de l'industrie rwandaise? Le Rwanda a fait des pas de géant en matière d'électrification parce que, comme vous le dites, les coupures d'électricité, c'est maintenant une histoire ancienne. Nous avons une couverture du territoire qui est autour de 60%. Ça veut dire que tous les coins du pays sont maintenant servis et les rares qui restent, ils ont des plans assez clairs pour atteindre le dernier village, le dernier paysan, de façon à ce qu'il ait l'électricité chez lui. La suite de cette édition, la Commission rwandaise des démobilisations et des réintégrations se félicite d'avoir démobilisé et réintégré plus de 12 500 anciens combattants rentrés des forêts de la République démocratique du Congo. Dans une interview avec la télévision rwandaise, la présidente de cette commission a déploré par ailleurs que les rapatriements soient handicapés par la République démocratique du Congo qui collabore avec les FDLR actuellement. Il est vrai que cette commission est chargée de la démobilisation, mais aussi la réintégration des membres des groupes armés. Et pour le moment, nous venons effectivement de démobiliser plus de 12 457 adultes, donc y compris 12 322 hommes et 135 femmes adultes, mais aussi, et malheureusement, les groupes armés ont la mauvaise habitude de recruter les enfants et de les enrôler dans les groupes armés. Et si bien que chaque fois qu'il y a des rapatriements, nous recevons aussi des enfants, donc les gens qui ne sont pas majeurs, qui n'ont pas atteint l'âge de majorité, si bien que nous avons même un centre spécifique pour les enfants soldats. Et jusqu'aujourd'hui, nous venons de recevoir ou d'accueillir 387 enfants soldats, dont 340 garçons et 47 filles. Il est vrai que tous les jours, nous assistons à un rapatriement des gens qui proviennent de ces groupes armés. Et lorsqu'ils ont la chance de voir par où passer. Et initialement, comme nous avions l'habitude de collaborer avec la MONUSCO, c'était très facile pour nous de recevoir tous les jours les gens qui proviennent des groupes armés. Mais ces derniers temps, c'est difficile, si bien que, par exemple, pour le moment, nous n'avons que 14 ex-combattants qui proviennent de la République démocratique du Congo. Mais ils sont en train de nous aider, et en même temps que ceux-là qui ont été démobilisés et réintégrés dans la société, ils sont en train de nous aider pour faire appel à ceux-là qui sont restés dans les forêts pour qu'ils déposent les armes et rentrent au pays. Avant de procéder à la réintégration des ex-combattants, il y a ce qu'on appelle la réception. Parce que cette commission... Et normalement, si on la compare à d'autres commissions de démobilisation des autres pays, les autres commissions sont chargées du désarmement. Mais cette commission n'est pas chargée du désarmement parce qu'aucun membre des groupes armés ne vient avec son arme. Et il est désarmé de l'autre côté de la RDC, ou bien par la MONUSCO, ou bien par les autorités congolaises. Et puis, il vient ou elle vient seule. Nous avons fait en sorte que, et c'est vraiment l'occasion pour moi de remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que la structure ou bien l'organigramme de cette commission a prévu des gens qui sont chargés du rapatriement et qui sont positionnés aux frontières entre le Rwanda et la RDC. Et si bien que nous avons pour le moment deux officiers de rapatriement qui sont chargés de rapatrier les ex-combattants. Et l'un d'eux est positionné
la frontière Rubavu-Goma, et l'autre opère à partir de Bukavu-Rusizi. Donc tous ces gens-là que nous recevons, qui viennent de la République démocratique du Congo, la majorité d'entre eux passent par les deux frontières. Donc à la frontière, on commence quoi? C'est la réception. Mais nous parlons de vraie réception lorsque nous les accueillons à Mutobo, donc au centre de Mutobo, au centre de démobilisation de Mutobo. C'est là où ils sont reçus et puis normalement lorsqu'ils arrivent, la majorité d'entre eux sont vraiment traumatisés, non seulement à cause des informations négatives qu'ils reçoivent lorsqu'ils sont dans les forêts, mais aussi parce qu'ils changent de milieu. Ils viennent d'un milieu, je dirais, désordonné, chaotique, tous les jours, donc insécurisé. Tous les jours, ils courent, ils sont en train de courir, ils ne mangent pas. Et ils entrent dans un milieu qui est très sécurisé, qui est très ordonné, qui est très organisé et qui a vraiment un peuple très accueillant. Donc, lorsqu'ils arrivent, on fait ce qu'on appelle la stabilisation. Donc, il est question de les approcher et puis de leur prodiguer des conseils, de leur permettre d'avoir accès aux nouvelles de leurs parents, même si leurs parents sont restés au Congo. Et s'il s'avère qu'ils ont quelques membres de famille ici au Rwanda, ils ont de leurs nouvelles, et puis ces familles-là viennent aussi. Parlons à présent culture et littérature. L'Américain Carl Wilkins vient d'exposer son livre intitulé « I'm not living », j'espère que je l'ai bien prononcé, qui signifie « Je ne quitte pas ». Pendant le génocide perpétré contre les Tutsis, Carl, qui était missionnaire, a été le seul à rester sur le sol rwandais pour ne pas délaisser ses agents Tutsis qui risquaient d'être massacrés. L'auteur, qui à l'époque avait 36 ans, était marié et avait 3 enfants. Satena a été évacué, lui est resté par choix. Un choix basé sur l'amour de ceux qu'il servait comme religieux. N'étant pas sûr de survivre, Carl a décidé de s'enregistrer au bout de la 2e semaine du génocide pour que s'il ne survit pas, au moins sa famille puisse connaître ce qui s'est réellement passé pendant le génocide. Pour mieux connaître ce qui s'est passé, nous vous invitons à suivre l'édition de ce samedi. Bienvenue à l'entretien de la semaine. L'entretien de la semaine, donc ce programme que vous connaissez très bien, qui revient sur les principaux activités de la semaine. Vous savez très bien que depuis le 7 avril dernier, le Rwanda se souvient de ses fils et filles qui ont été massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Dans le cadre de cette commémoration, vous avez effectué, vous, notre invité que vous connaissez tous. Bienvenue donc à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc artiste dramaturge. Vous venez donc d'effectuer une tournée dans plusieurs pays européens avec la pièce Essuie tes larmes et Tiens-toi debout, un franc succès. Parlez-nous-en de ces différentes étapes. Oui, voilà, donc ce spectacle, comme vous l'avez dit, s'intitule « Essuie tes larmes et tiens-toi debout ». C'est un spectacle que j'ai conçu il y a 23 ans. Oui, et nous l'avons joué un peu partout dans le monde, sur Rwanda évidemment, et puis dans presque toutes les villes du Canada, et en Égypte, en Ouganda, et dernièrement, justement, en Europe. Donc, nous l'avons joué l'année passée, le 7 avril 2023, à Bruxelles. Et nous l'avons rejoué à Bruxelles le 7 avril 2024. Nous l'avons joué le 20 avril à Louvain-la-Neuve. Et nous l'avons joué en version anglaise et polonaise à Varsovie. Donc, c'est une pièce qui raconte de manière artistique l'histoire du Rwanda, surtout l'histoire du génocide. En commençant par la genèse de ce génocide. Je veux dire,
l'idéologie raciste qu'il a engendrée, en passant par les pogroms qui ont été perpétrés contre les Tutsis autour des années 60, les différentes formes de discrimination dont les Tutsis ont été victimes, évidemment, au sommet, donc le comble de l'horreur, c'est le génocide des Tutsis de 1994. Il parle, donc, même s'il est centré sur le génocide, évidemment, il parle aussi de la résilience, de la forte résilience du peuple rwandais et de l'espoir des lendemains meilleurs. Voilà, donc c'est une pièce qui instruit beaucoup, d'après la rétroaction des spectateurs, ce qu'ils m'ont dit en Europe, surtout, des Européens qui ne savent pas ou qui savent très peu de choses sur le génocide des Tutsis. Ils nous ont dit que cette pièce leur a donné beaucoup d'éléments pour comprendre, en fait, le génocide des Tutsis du Rwanda. Donc c'est une pièce qu'ils ont recommandée. Donc ils l'ont recommandée à beaucoup de gens. Ils m'ont dit, si tu pouvais la faire jouer dans plusieurs pays, c'est mon souhait aussi. Voilà. Tout à fait. C'est ça. Ces différentes présentations, comme on l'a mentionné au début de cet entretien, se déroulent donc dans un cadre qui est donc la commémoration. Il y a les 7 jours et puis après il y a les 100 jours. C'est ça. Avec donc le 4 juillet, oui, c'est ça. Qui marque donc la fin officielle du génocide perpétré contre les Tutsis. Oui. Vous, en tant qu'artiste, vous, en tant qu'enseignant, quel message ou quel objectif poursuivez-vous en présentant cette pièce qu'on dit complète, globale, essuie tes larmes et tiens-toi debout? Oui, le message, bon, il est multiple, si on peut dire ainsi. D'abord, on informe. Donc, on informe le monde de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus, pour que ça soit tenu en horreur, donc pour que le plus jamais ça ne soit pas un slogan vide de sens. Nous jouons cette pièce aussi pour rendre hommage à nos chers disparus, pour leur dire, vous n'êtes plus là, mais vous êtes toujours avec nous, en nous. On ne vous a pas oublié et on fera tout pour que justement vous ne soyez pas, vous ne tombiez pas, vous ne soyez pas relégués dans les oubliés de l'histoire. Autre objectif de toute œuvre commémorative, c'est la prévention. En jouant justement, en montrant aux gens les horreurs qui ont été commises, ils en ont horreur et puis ils font tout pour que ça ne se reproduise plus. Donc c'est à la fois hommage aux disparus, information, mais aussi prévention. Ensuite, ma pièce sert aussi comme outil de transmission intergénérationnelle. Parce que, par exemple, à Varsovie, l'ambassadeur du Rwanda en Pologne, le professeur Chiakanastase, a invité surtout la jeunesse rwandaise, et c'est elle qui a préparé cette pièce, et jouer devant les officiels de Pologne, mais aussi devant la diaspora qui est composée à la majorité de jeunes. C'est une façon de transmettre cette mémoire, parce que ce sont ces jeunes-là qui sont les porte-flambeaux de demain, ce sont eux le Rwanda de demain, ce sont eux qui vont faire de façon que justement le plus jamais ça ait un sens. Vous l'avez mentionné, la jeunesse, c'est la force du pays, c'est l'avenir de demain. Cette jeunesse aujourd'hui qui prend progressivement la gestion des affaires. Exact. Dans les années 94, cette jeunesse était soit pas encore née ou encore tout jeune. Vous qui êtes un activiste, vous luttez, on peut parler que vous êtes un activiste dans la lutte contre l'idéologie du génocide. Oui, ça c'est vrai. Ah voilà, donc on est d'accord sur ce point. Vous avez écrit un livre, le génocide perpétré contre les Tutsis. Expliquer à ses enfants. Expliquer à ses enfants. Donc c'est donc dans le prolongement de... Exactement. En fait, mes œuvres sont complètes. Ça, c'était une œuvre explicative. Donc, qui explique? Parce que souvent, il y a des gens qui confondent. Je ne raconte pas. Évidemment, je parle de l'histoire, mais surtout, j'explique. On explique pourquoi, j'explique pourquoi, comment on est arrivé là, en me basant sur mes connaissances sociologiques, psychologiques, historiques, anthropologiques, linguistiques. J'explique justement comment on est arrivé à faire un génocide.
J'explique que l'idéologie raciste qui a des origines coloniales et dont les conséquences, évidemment, ont été fâcheuses pendant les 2 premières républiques et même maintenant, parce qu'en dehors du Rwanda, si au Rwanda on fait tout pour que justement plus jamais ça ait un sens, mais dans la diaspora, en Europe, à l'étranger, il y a des gens qui continuent à diffuser cette idéologie, à nier même le génocide, à propager le négationnisme. Donc, mes œuvres, comme celles de mes compatriotes, qui sont soucieux d'un avenir meilleur de notre pays, ils écrivent, et dans leurs écrits, ce sont une forme de combat, ce sont un combat contre le négationnisme et contre l'idéologie génocidaire. Rurangwa Jean-Marie Vianney, vous êtes connu comme un intellectuel affirmé et confirmé. Un artiste. Un artiste également. Donc vous avez, on connaît votre parcours à travers vos livres. Hein. Né au Rwanda et obligé de fuir le pays vers un pays voisin. Oui. Par après, vous êtes allé faire vos études en Europe et vous avez passé une partie de votre vie au Canada. Et on voit aussi à travers le parcours de Essuie tes larmes et tiens-toi debout, vous avez présenté vos pièces dans plusieurs pays africains, en Europe, et en dans Amérique. Plusieurs pays. À quand le Rwanda? Bon, alors, le Rwanda, je l'ai déjà présenté au Rwanda et maintenant, on va le présenter, d'ailleurs aujourd'hui. Donc ce soir, Ah bon? oui, ce soir, on a Essuie tes larmes et tiens-toi debout à 17h, à 17h30, au mémorial du génocide de Gisozi. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir suivre cette pièce? Alors, moi, je voudrais inviter tout le Rwanda à venir, si c'était possible. Mais surtout les jeunes, je voudrais franchement que les jeunes soient nombreux. C'est gratuit parce que c'est sous le haut patronage du ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique. Donc, on ne fait pas payer. C'est gratuit parce que notre objectif, c'est d'informer et de former. Et voilà. Donc, il y a d'autres partenaires aussi pour ce projet? Oui, il y a aussi Aegis Trust qui nous aide toujours quand nous commémorons, qui nous prête cet amphithéâtre de mémorial et qui nous assure la sonorisation, etc., qui nous aide dans la préparation, dans l'organisation, dans les invitations que nous donnons aux gens. Donc, Aegis Trust, REB par exemple, REB, la dernière fois que nous avons préparé le lancement du livre, REB et Aegis Trust se sont beaucoup impliqués. Je saisis l'occasion pour les remercier infiniment. Donc voilà, en fait, nous travaillons de concert. Nous travaillons de concert pour que notre pays, notre jeunesse, soit bien orientée dans le sens civique, dans le sens positif, dans le sens du citoyen, de la citoyenneté rwandaise. J'aime toujours dire l'ethnicité zéro. C'est un concept d'un sociologue canadien qui correspond à ce que nous appelons ici Ndomi Rwanda, c'est-à-dire je suis rwandais. Un idéal politique qui substitue l'identité civique à l'identité ethnique. Se sentir rwandais d'abord, avant d'être quoi que ce soit. Donc, on est rwandais, on construit notre citoyenneté rwandaise, on est patriote, et voilà, c'est tout ce que je souhaite aux jeunes à qui j'ai dédié principalement ce livre, Le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, expliqué à ses enfants. Merci à vous, donc, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes artiste dramaturge et que vous présentez donc, comme vous l'avez mentionné, cette pièce globale intégrale à l'amphithéâtre du mémorial de Kigali à Gisozi. C'est vendredi donc à partir de 17h. Oui. Et que l'entrée est gratuite. Donc vous invitez jeunes, adultes et parents de venir suivre pour mieux comprendre l'histoire tragique du pays et mieux construire l'avenir de ce pays. Exactement. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie aussi, M. Patrick. Donc, après cet échange avec Rurangwa Jean-Marie Vianney, que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition. Je vous souhaite de passer un excellent week-end en notre compagnie.